sommes ravis d'accueillir aujourd'hui David Delferrière, président de l'ACFF. Bonjour Monsieur Delferrière, comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5 et ça va plus ou moins bien en cette fin d'année. Très bien, on se doute que la période est relativement compliquée, que ce soit pour vous en tant que président de la CFF ou évidemment pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans le milieu du football amateur. On va évidemment parler de ça aujourd'hui. Vous avez gentiment accepté d'abord de répondre positivement à cette invitation et puis surtout de répondre à toutes les questions qu'on nous a envoyées. On a parlé, les réactions, vous l'avez vu, ont été nombreuses, que ce soit sur les réseaux sociaux, la presse, les différents supports. Beaucoup ont parlé d'incompréhension, d'injustice, d'incohérence, parfois de perte de confiance, de ras-le-bol. Mais aussi, il faut le dire aussi, certains qui ont témoigné de la compréhension par rapport à cette décision qui, on le rappelle, met en stand-by, on va dire ça comme ça, le football amateur, en tout cas les championnats et les compétitions officielles. On parlait alors de moins mauvaise des solutions. Ici, l'idée est ça, Monsieur Delferrière, beaucoup de questions nous ont été envoyées. Ça a été une déferlante. On a essayé de synthétiser un petit peu toutes les questions auxquelles les personnes souhaitaient obtenir des réponses et on a globalisé ça en 10 questions. Ça nous permettra vraiment de répondre quasiment au maximum, pas tout évidemment, mais au moins on abordera le maximum de cette situation. D'accord? Tout à fait d'accord. Très bien, merci. Donc, on rentre dans le vif du sujet directement. D'abord, globalement, on nous a demandé comment expliquer que le football en extérieur soit interdit alors qu'il est autorisé en intérieur. Pour rappel, le football en indoor reste autorisé et on ne parle pas encore des cafés, des théâtres, des cinémas et autres qui, eux, peuvent réouvrir, tout en précisant, on est d'accord, Monsieur Delferrière, que le football en extérieur est autorisé, mais on parle ici plus des championnats et des compétitions officielles. Oui, donc le Codeco n'a pas annulé nos compétitions. Tout à fait. Le Codeco a pris une décision qu'on devait jouer sans public et donc l'organe de décision de la CFF, qui est le conseil d'administration, a décidé, comme on l'avait dit l'année passée, l'année d'avant d'ailleurs, qu'on ne jouerait pas sans public parce que le public dit recettes autour du terrain, recettes buvettes, et donc pour les clubs, c'est impératif d'avoir ces recettes que pour pouvoir faire face à leurs frais, payer les joueurs, mais également les frais fixes du club. C'est ça. On y reviendra justement dans les différentes questions. La deuxième question déjà, justement, vous parliez de la prise de décision. On nous a aussi beaucoup demandé qui a pris finalement cette décision, vous-même. Est-ce que vous avez été accompagné de ministres compétents? Est-ce qu'il y a eu concertation? Dites-nous un petit peu. La prise de décision, ce n'est pas Daniel Bocard et moi qui jouons à pile ou face pour dire on joue pas. Si je prends un petit peu l'historique, en tout cas, de cette prise de décision, il faut savoir qu'avant le Codeco, on avait déjà rencontré la ministre pour lui dire, s'il vous plaît, ne fermez pas nos stades, laissez le public venir. Le football amateur, ce n'est pas le football professionnel. Puis il y a eu le Codeco. Après le Codeco, il y a encore eu la réunion avec la ministre, une deuxième réunion avec la ministre et un expert pour nous expliquer ce qu'il en était. J'ai enfin réuni mon conseil d'administration et je voudrais rappeler à ce niveau-là que 2 tiers de mes membres sont des dirigeants actifs, soit de président, secrétaire ou trésorier dans des clubs de 4e provincial jusqu'à division 1 nationale, Mais vous des faites gens bien de qui le rappeler. savent des gens qui savent de quoi on parle. Oui, tout à fait. Et ensuite, nous avons eu la réunion de crise avec nos collègues flamands, la fédération et la Pro League. C'est Et ça. donc, c'est au terme de toutes ces rencontres que la décision a été prise que de jouer sans public, ce n'était pas possible et qu'on arrêtait provisoirement le championnat pour les équipes seniors. C'est ça. Là encore, merci. C'est très clair. Donc, il y a eu non seulement concertation, mais en plus décision collégiale et unanime. Donc, au moins, comme ça, là encore, le message est très clair. On nous a demandé les deux questions qui reviennent le plus souvent. Il y en a eu beaucoup, mais les interrogations qui reviennent le plus, on nous a demandé évidemment pourquoi avoir fait une distinction entre les matchs officiels, mais avoir autorisé les entraînements et les matchs amicaux. Beaucoup ne comprennent pas quelle différence il y a entre le fait d'organiser un match amical et un match de compétition officielle. D'ailleurs, plein de clubs s'organisent déjà, vous le voyez certainement. Il y a des matchs amicaux un petit peu partout. Est-ce qu'on n'en revient pas au même finalement? Non, pas du tout. Un match amical, un entraînement, ce que préconise d'ailleurs notre ministre des Sports, c'est que nos jeunes et nos seniors fassent du sport. Un match amical et un entraînement ne coûte rien, je vais dire, au club, si ce n'est que les frais fixes. Je veux dire, de la première nationale, certainement jusqu'en 2e provinciale, vers 3e provinciale, les joueurs sont défrayés lors d'une victoire en championnat. Et donc là, on revient sur le fameux problème financier, de savoir comment payer les joueurs en cas de victoire ou de match nul s'il n'y a pas de recette. Tout à fait. Mais donc, j'en profite pour embrayer un petit peu, peu importe l'ordre des questions, justement, puisque vous mentionnez ça. On nous a demandé très clairement, Monsieur Delferrière, est-ce que l'aspect financier et donc l'argent a un rapport avec la décision qui a été prise et les mesures qui en découlent? Certains nous parlent de manque à gagner des clubs, de jouer sans spectateurs, vous l'avez justement dit d'ailleurs, de défraiement des équipes premières, évidemment. On a même eu
Quelques réactions un petit peu plus crues. Une influence a-t-elle été faite par certains clubs pour ne pas jouer, nous a-t-on demandé. Et on nous a même dit la raison, de toute façon, c'est le financier, ça n'a rien à voir avec le Covid et la situation sanitaire. Je vais commencer ma réponse par la fin de votre question. Vous parlez du Covid, c'est le Covid qui décide. Bien sûr. C'est le Covid, c'est certain, qui décide via le Codeco qu'on joue sans public. Maintenant, il faut savoir quand même que 65% des recettes d'un club proviennent du public, qu'il soit autour du terrain ou dans la buvette. Et donc, les dirigeants, il n'y a pas eu d'influence d'un club ou de deux clubs. On a interrogé, par exemple, les 53 clubs de division supérieure et plus de 95%, je pense que c'est 97 ou 98%, demandaient ce report de compétition. Nous avons interrogé nos représentants au conseil d'administration de la CFF qui représentent les clubs dans leur province. Donc, il y avait une énorme majorité pour demander de reporter, et effectivement, pour des raisons financières, mais il faut savoir quand même que le financier, ce sont les dirigeants qui s'en occupent. Et donc, c'est normal que les dirigeants influencent, dirigent, donnent leur avis pour prendre la meilleure décision. C'est ça. Bah, très bien. Là encore, évidemment, c'est très clair à partir du moment où, comme vous le dites, il y a non seulement des échanges, mais aussi des accords de fond sur les mesures qui sont prises, notamment par les dirigeants qui sont aussi des acteurs parmi les principaux, évidemment. Bien sûr, il y a les acteurs de terrain aussi, mais les dirigeants, bien évidemment, qu'on comprend les décisions qui sont liées à cet aspect financier. Mais là encore, vous avez répondu. Merci, Monsieur Delferrière. On nous demandait aussi, justement, puisqu'on parle de différentes divisions, mais qu'on se doit de prendre une mesure pour tout le football amateur, pourquoi ne pas avoir envisagé de distinguer certaines divisions, par exemple, donc les National 1, les D2 et les D3 sont au même niveau que les provinciaux. L'idée mentionnée était d'instaurer un nombre maximum par mètre carré selon les infrastructures, pour permettre évidemment à certains de pouvoir continuer. Je reviens, et c'est triste à dire que l'aspect financier joue un rôle important. Donc, la présence de ce public, c'est clair qu'en troisième, quatrième provincial, les joueurs ne sont pas défrayés ou très peu défrayés, et qu'à ce niveau-là, ils auraient peut-être, je dis bien peut-être, pu faire face à leurs frais d'organisation. Mais à partir du moment où on arrive plus haut, c'était clair que c'était pas possible. Il faut savoir que les clubs ont des frais fixes aussi. Que ce soit l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, les taxes, les assurances, les cotisations. Donc, il faut faire face déjà à tout ça sans rentrée financière. Et puis après, il faut payer les formateurs et puis les joueurs. Donc, c'est important, je dis, on ne peut pas négliger cet aspect financier parce que les dirigeants, ils doivent trouver l'argent quelque part. Et ils ont moins de sponsors, c'est la crise économique aussi. Tout à fait. Donc, c'est pas toujours facile. Simplement, peut-être pour vous reprendre, M. Delferrière, sur la notion de frais fixes qui est évidente, la situation est quand même plus ou moins la même si on continue à s'entraîner et si on continue à organiser des matchs amicaux. C'est vraiment sur cette notion de match officiel où il y a effectivement des coûts supplémentaires qui sont engendrés, que là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Pour reprendre aussi ce que vous disiez sur les spectateurs, parce qu'évidemment, ça a été un élément important dans la réflexion et dans la décision qui en a découlé. Certains nous ont envoyé, même jusqu'en, vous parlez de P3, P4, mais jusqu'en P2, voire P1, pour ne pas dénigrer qui que ce soit. Il y a 20 personnes le long du terrain ou jusqu'à 50 maximum. Est-ce que là, il n'y avait pas une possibilité quand même de créer des formes de distinction? Non, ça ne nous est pas venu dans le débat. Quand on fait des remises pour tout le monde, je vais dire, de calendrier. Au niveau administratif, d'abord, c'est déjà quelque chose de retrouver des journées pour replacer l'ensemble du calendrier. Donc, si on doit faire des distinctions, non, c'était une remise générale. On a voulu marquer le coup par rapport au Codeco également en disant, en prenant cette décision, vous mettez le football, le sport en général et le football en particulier très à mal. C'est ça. Très bien, ben là encore, merci pour votre réponse. On enchaîne, Monsieur Delferrière, encore quelques questions. Là encore, la deuxième question qui certainement a été la plus rédigée, commentée et autres, c'est que justifie le fait d'arrêter les championnats de jeunes alors que les mineurs peuvent normalement être accompagnés de 2 par an. Et en plus, mais on y reviendra juste après, que ça reste autorisé en Flandre. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de laisser jouer au moins tous les moins de 18 ans en appliquant justement cette règle? Et dernière chose, est-ce qu'il y a une possibilité de revenir sur cette décision pour les moins de 18 ans? D'abord, les mineurs, donc les jeunes de moins de 18 ans, peuvent effectivement être accompagnés. Je vais simplement rectifier, non pas par 2 parents, mais par 2 personnes. Oui, tout à fait. 2 adultes. Ça peut être la copine, ça peut être un copain, ça peut être 2 personnes. Tout à fait. Et donc, ce point-là est arrivé également sur la table en se disant, dans le football à 11 contre 11, forcément, il y a 16 joueurs avec le banc.
fois 2, 32 joueurs, ça fait 64 personnes autour du terrain. Hein, donc, nous avons abordé ce problème. Le fait est qu'il y a le contrôle par le club, hein, de savoir qui faire rentrer, pas qui faire rentrer. Les premiers rentrent, les derniers qui arrivent ne rentrent pas, donc ils sont peut-être les parents du joueur. C'était déjà un problème. C'était la même décision pour les seniors, mais la motivation de la décision était tout à fait différente. Hein. Ici, nous jouons avec la santé des enfants, forcément aussi. Hein, le virologue nous a expliqué que le variant Omicron était bien présent en cette fin d'année, hein, et qu'il y aurait peut-être des répercussions en janvier. Donc, ça veut dire quoi? Qu'avec un variant Omicron qui est 4 à 5 fois plus contagieux que les autres, on risquait d'avoir plus de joueurs avec le Covid, hein, et que donc, ça aurait pu fausser la compétition, puisque dans le football francophone, c'est une compétition montée et descente, hein, et certains entraîneurs ou dirigeants nous auraient reproché dans 1 mois et demi, 2 mois, hein, qu'en ayant joué des matchs, en étant déforcés, hein, ils n'auraient pas pu jouer le titre valablement ou le sauvetage dans le bas de classement, hein, ce qui n'est pas le cas chez nos amis flamands parce qu'eux n'ont pas de championnat à monter et descendre. C'est ça, donc c'était plus une mesure préventive par rapport à ce qui est annoncé, notamment de par les échanges que vous avez eus, notamment avec un virologue où la situation est relativement, on va dire, pessimiste, parce qu'effectivement, le risque de contagion est réel. Donc pour les jeunes, c'était plus une mesure préventive pour limiter les risques de propagation du virus, tandis que pour les équipes premières, évidemment, il y avait l'aspect financier qui était primordial. Il y avait également forcément l'aspect viral, hein. Il y a du Covid sûr, aussi, oui, hein, pour aussi. les premières. Hein, mais Bien sûr, pour, aussi, pour les jeunes, à partir du moment où on joue un championnat de montée et descente avec des noyaux peut-être limités, je pense que c'était dans la bonne continuation du championnat, dire aux jeunes, vous vous entraînez, vous faites des matchs amicaux, beaucoup moins de déplacements dans les matchs amicaux aussi. Hein. Lorsque vous faites l'interprovincial et que vous habitez Saint-Marc et que vous allez jouer à El-Sautoise, c'est près de 300 km aller-retour dans un car ou en voiture. Hein, si vous faites un match amical Saint-Marc-Walsin, c'est 5 km. Il y a beaucoup moins de risques. Et s'il y a quelques joueurs contaminés, en match amical, vous faites jouer tout le noyau. Dans un match de compétition, vous essayez d'avoir vos meilleurs joueurs pour gagner. C'est ça. Bon, ben, très bien. Mais merci. Là encore, on aura eu votre réponse. Et évidemment, le but, hein, de cet échange est que chacun puisse par après se faire son idée, évidemment. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. C'est certainement pas à vous que je dois l'expliquer. On enchaîne, Monsieur Delferrière, encore quelques questions. On nous a aussi beaucoup demandé, on en a un petit peu parlé. Pourquoi y a-t-il tant de disparités avec la Flandre? Y a-t-il eu concertation entre la CFF et Voetbal Vlaanderen? Et pourquoi peut-on continuer à jouer en Flandre au niveau des jeunes? Alors, il y a certaines spécificités au niveau des championnats. Peut-être que vous pouvez nous les repréciser. Mais en tout cas, le message a été perçu comme tel. Oui. Vous me dites, on peut continuer à jouer en Flandre. On peut continuer à jouer en Wallonie aussi. Oui. On n'interdit pas de jouer. Je parle des compétitions qui ont été mises en stand-by. Pour l'instant, les championnats, on est d'accord, du côté francophone, ont été mis en suspens. C'est toute la différence de la politique de formation des jeunes en Flandre par rapport à la Wallonie. Hein, en Flandre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des divisions, des séries, hein, de clubs qui sont répartis sur base du label qu'ils obtiennent. Donc, tous ceux qui ont un label 3 étoiles jouent entre eux. Hein, et donc, il n'y a pas de championnat à monter et descendre. Donc, tous ceux qui gardent le label 3 étoiles continuent à jouer entre eux, même s'ils perdent tous les matchs. Hein, chez nous, le fait d'avoir le label 1, 2, 3 étoiles permet de jouer dans les championnats à monter et descendre. Et donc, ça veut dire qu'un label 1 étoile joue peut-être dans l'interprovincial comme un labellisé 3 étoiles. Hein, malgré la différence que chez nous, c'est une compétition et que donc l'absence de bons joueurs pourra avoir une influence sur le classement final. Alors, c'est un éternel débat qui est en Wallonie actuellement aussi. Hein, les plus grands clubs nous demandent, ils sont en général 3 étoiles, hein, de pouvoir jouer entre eux et de ne pas avoir ce stress de la descente ou du titre, hein, pour que les gamins puissent être mieux formés. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire et que quand on passe du football à 8 contre 8 vers le football à 11 contre 11, que la première en U14, c'est la deuxième année en U15, il n'y a peut-être pas ce championnat montée et descente. Mais je pense aussi, et j'ai interrogé quand même un entraîneur très important en Belgique, hein, qui m'a dit, il faut à un moment donné quand même donner à ces jeunes, lorsqu'ils arrivent en U16, U17, cet esprit de compétition, parce qu'ils vont être appelés à jouer en équipe première, où là, il y aura ce stress. Avec l'aspect financier en plus. Hein, donc, je dis, c'est un débat qu'on remettra sur la table, ici au deuxième tour en tout cas. Très bien. On a encore, j'en profite, hein, on parlait de la Flandre, on a encore une question sous forme de remarque, peu importe. On nous a demandé, est-ce qu'il est possible d'envisager un jour une fédération unique
belge, hein, pas Voetbal Vlaanderen et ACFF, une fédération unique avec des décisions uniques qui alors conviendraient fatalement à tout le monde. Oui, vous revenez 15 ans en arrière. Hein. Elle existait, cette fédération unique. Hein. Les dirigeants d'alors, dont je faisais partie d'ailleurs, ont voulu calquer l'organisation de la fédération sur le pouvoir politique belge. Hein. Je ne vais pas vous expliquer que là, il y a plus que la VV et la Bien CFF. sûr. Hein. Il y a les provinces, les gouverneurs, les régions, les communautés, le fédéral. Hein. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la fédération belge de football unitaire, à ce moment-là, n'était pas reconnue par les communautés pour les subsides. Hein. On en revient peut-être encore aux financiers, mais il faut savoir qu'en splitsant cette fédération, en laissant les Flamands amateurs entre eux et les francophones amateurs entre eux, eh bien, chaque côté du pays, chaque fédération régionale recevait ou reçoit actuellement entre 2,5 millions et 3 millions d'euros par an de subsides pour organiser la formation des jeunes. C'est ça. Donc, c'est vrai que moi, je suis un fédéraliste unitaire, mais pas seulement pour le football, mais également pour le pays. D'accord. Bah, très bien. Là encore, merci pour toutes les précisions. C'est toujours intéressant d'en apprendre un petit peu plus finalement sur tout ce qui se passe en coulisses. Et puis, ça permet aussi de répondre à de nombreuses interrogations. On a encore quelques questions. On arrive tout doucement à la fin, Monsieur Delferrière. On nous a demandé aussi, n'a-t-on pas pris au niveau de la CFF de mesures trop rapides par rapport à cette situation? Et pourquoi, et alors là, vous vous en doutez, ça fait aussi beaucoup réagir, pourquoi ne pas aller au Conseil d'État? Entre-temps, l'information est tombée que, a priori, la CFF n'irait pas au Conseil d'État. Vous prenez le dialogue, l'attente du Codeco également de la semaine prochaine. Certains nous ont dit, est-ce qu'on ne souhaiterait pas justement prendre les devants et aller défendre en sachant que certains ont préparé quelques pancartes et autres et sont prêts à descendre dans la rue. J'exagère un petit peu, mais on en est un petit peu là. Oui, on n'en est pas encore là. Nous sommes depuis des années dans un dialogue permanent, et ici les dernières années avec la ministre de Latini. Nous étions avant le Codeco avec elle, après le Codeco avec elle. Elle nous a encore promis une réunion le 5. Nous avons réagi dans les premiers à la Fédération francophone de football, juste après la décision sur la culture. À 5 heures du matin, on envoyait un mail à la ministre, à son chef de cabinet, au président et au secrétaire de l'AISF pour dire il faut bouger maintenant. Et nous avons bougé, nous avons reçu des réponses de la ministre. Le lendemain matin, à 7h30, il nous disait que le ministre-président Géolet avait été saisi de la question que nous posions, qu'il y aurait un Codeco la semaine prochaine et que ce serait à l'ordre du jour le public dans le sport. Donc, pourquoi aller directement à la confrontation judiciaire alors qu'on peut probablement faire les choses dans le dialogue comme on l'a toujours fait? Il ne faut pas oublier une chose par rapport à la culture, c'est que la culture, c'était essentiel pour eux d'ouvrir directement maintenant au public. Nous sommes en plein milieu des fêtes. C'est là que les gens vont au théâtre, ils vont à gauche, ils vont à droite. Le football, actuellement, est à l'arrêt de toute façon dans la trêve hivernale. Donc, nous avions le temps de réagir positivement dans le dialogue. Et si ça ne marche pas, il sera encore temps d'envisager autre chose. C'est ça. Mais donc, qu'on soit très concret, Monsieur Delferrière, pour l'instant, la mesure qui est tombée, c'est effectivement le stand-by, je vais appeler ça comme ça, jusqu'au 17 janvier, et qui serait automatiquement prolongé jusqu'au 28 janvier s'il n'y a pas, lors du prochain comité de concertation, d'assouplissement, notamment sur la fréquentation des spectateurs. Donc, vous pouvez nous confirmer que si effectivement, lors du prochain Codeco, il n'y a pas d'assouplissement sur ces nombres de spectateurs, quoi qu'il arrive, c'est déjà jusqu'au 28 janvier qu'on est à l'arrêt. Il faut savoir remettre les choses à leur place. Au moment où nous prenons cette décision, le Codeco dit jusqu'au 28 janvier, on ne bougera pas. Donc, il n'y aura pas de public. Mais on apprend également qu'il y aura quand même un Codeco vers le 15 janvier. Donc, qu'est-ce que nous disons, nous, fédération? On ne va pas prendre une décision de tout stopper jusqu'au 28, alors que le 15, ils vont peut-être décider de rouvrir. C'est pour ça qu'on a dit le vendredi, ou le vendredi 14 ou 15, il y aura Codeco, les textes vont sortir un jour ou deux plus tard que d'habitude. Donc, on arrête, nous, jusqu'au 17 janvier. Ça, c'est notre décision. Mais si les éléments changent, si le Codeco, qui n'était pas prévu la semaine prochaine, et qui aura lieu, nous donne un avis favorable pour la réouverture au public, je réunis tout de suite mon conseil d'administration et les arguments qui nous ont fait prendre cette décision n'existeront plus et on devra le inverser là-bas. On pourra, à juste titre et avec beaucoup de joie, inverser la décision. C'est ça, très bien. Ça laisse quand même une fenêtre d'optimisme dans cette période compliquée, on va dire ça comme ça. Il y a quand même encore de l'espoir que finalement tout ça s'inverse. Espérons que ce soit le cas, bien évidemment, pour le milieu du football amateur. Encore deux questions, Monsieur Delferrière. On nous a aussi demandé, par rapport à la situation
actuelle et qui finalement dure depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, par rapport à la situation que les clubs subissent, est-ce qu'il y a des aides qui sont envisagées pour les clubs, ce qu'ils doivent évidemment subir, mais aussi les parents qui, eux, payent des cotisations, qui voient la saison des enfants arrêtée ou en tout cas impactée, qui peut-être vont demander des remboursements au club. Et encore une fois, ça arrivera au niveau des clubs. Est-ce qu'il y a des aides qui sont envisagées? D'abord, concernant la cotisation, je voudrais rappeler quand même qu'on a fait cette étude et que je veux rappeler aux parents que la cotisation qu'ils payent, ce n'est jamais que, grosso modo, 50 à 55% du coût de l'enfant dans le club. C'est justement grâce aux autres recettes, aux manifestations, aux tournois, aux soupers, au boudin, ou que sais-je, que le club arrive à mettre la différence. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la compétition est arrêtée, mais pas les entraînements ni les matchs. Donc, il n'y a pas question pour l'instant que les enfants ou les joueurs de première qui payent leur cotisation ne reçoivent pas ce qu'ils sont en droit de recevoir. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose concernant les aides, il y a eu, vous savez très bien, un remboursement, une non-facturation, pardon, de la moitié des cotisations par la fédération l'année passée. Il y a eu aussi une partie de l'assurance qui n'a pas dû être payée puisqu'on ne jouait pas, donc l'assureur nous a dit vous ne devez pas payer cette partie-là de la cotisation. Il y a eu l'intervention de la ministre Platini, ministre des Sports, à raison de 152 € par équipe. Et il y a eu aussi l'intervention du ministre Kruck au niveau des joueurs, là, 40 € par affilié. Donc, au moment le plus pressant, je vais dire, de la demande des clubs, il y a eu réaction de la part de différentes parties. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais nous sommes attentifs à cette problématique. Et s'il devait y avoir plus, je suppose que on devra à un moment donné, mais tout le monde demande. Il n'y a pas que le football qui demande. Il y a des sinistrés partout pour l'instant. La difficulté, elle est pour tout le monde. On parle, nous, ici, évidemment, du football amateur, mais c'est de manière générale pour la pratique du sport amateur. On comprend bien que tout le monde demande. On avait d'ailleurs reçu Madame Glatini, on l'invitera lors d'une prochaine occasion et on ne manquera pas, si elle accepte notre future invitation, de lui reposer aussi les questions. Donc, tant mieux si ça peut faire avancer certaines choses. Dernière question, Monsieur Delferrière, pour aujourd'hui. On nous a aussi mentionné le pire des scénarios. On espère tous, évidemment, pouvoir reprendre après cette pause, on va dire ça comme ça. Mais imaginons le pire des scénarios. Certains nous ont demandé, en cas d'arrêt définitif des championnats, pouvez-vous confirmer que les championnats ayant été disputés à plus de 50% seront actés et donc les montants et descendants désignés pour chaque série, ce qui est, je pense, un des points du règlement. C'était la décision du comité de crise lors de la saison précédente, où on n'a joué que 4 ou 5 matchs. C'est ça, la saison passée. Cette décision n'a pas été appliquée. Ouais. Donc, actuellement, si ça devait se passer, le comité de crise prendrait probablement la même décision et dire qu'à partir du moment où on arrive à 50% des matchs joués, que le classement acquis à ce moment-là serait le classement définitif. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, a priori, mais là encore, vous confirmez, ce n'est pas encore, on va dire, gravé dans la pierre. Autant l'année passée, ça avait été... pas encore gravé dans la pierre. Voilà. Et je voudrais peut-être apporter une précision parce que j'ai des présidents de clubs qui m'ont téléphoné, par exemple, en Division 2 nationale en disant « ça va, on a joué la moitié de nos matchs ». Mais si ceux de Division 3 n'ont pas joué la moitié de leurs matchs, il y a quelque chose qui ne va pas aller parce qu'il va y avoir des descendants de Division 2 en Division 3, mais pas de montant de Division 3 en Division 2. C'est ça. Donc, c'est 50% sur l'ensemble des matchs des championnats qui doivent être atteints. Tout à fait. Mais vous faites bien de le préciser parce que je vous confirme qu'effectivement, certains, et on peut le comprendre aussi, regardent d'abord leur série en se disant si nous, on a joué plus de 50% des matchs, quoi qu'il arrive, ça risque d'être figé. Non. Tout est lié et il faut que l'entièreté des séries, des championnats ait joué au moins 50% des matchs. C'est le principe de vase communicant. Il y a des clubs qui montent et d'autres qui descendent. Donc, il faut que tout le monde faut pas que tout le monde ait atteint 50%, mais il faut que 50% des matchs, parce que c'est important aussi ce que vous dites, il faut que 50% des matchs aient été joués. Donc, on pourrait avoir une série qui a joué, je veux dire, 18 matchs sur les 30 et une autre série qui a joué 14 matchs sur les 30. Oui. Mais là, nous sommes dans un cas d'école où sur la totalité des séries, on a joué plus de 50%, alors que quelques clubs n'auront pas joué 50%. C'est ça. Et ceux-là seront considérés comme les autres en ayant eu joué 50%. Très bien. Mais là encore, merci. On espère évidemment que vous n'ayez pas, vous et les membres de votre comité d'administration, à imaginer et à travailler sur ce scénario-là. On l'a dit, c'est le pire des scénarios. Donc, espérons que ça puisse être vite mis de côté et qu'on puisse surtout reprendre les championnats de manière, on va dire, quasi normale en apprenant à vivre malheureusement avec ce Covid qui risque de durer encore un petit peu. C'est en tout cas la tendance. Je termine, Monsieur Delferrière, avec tout de même
un commentaire aussi positif qu'on nous a envoyé. C'est le but aussi de relayer tant les personnes voilà, un petit peu moins enthousiastes, voire parfois virulentes, mais aussi les choses positives. On sait bien qu'en étant président à la tête de la CFF, ne pas prendre de décision, on est critiqué. Prendre des décisions, on est critiqué aussi. Et donc, on a eu un commentaire positif que je voulais vous relayer. On nous a dit pas facile d'être dirigeant par ces temps troublés. Courage en tout cas et bonne chance pour la suite. C'est gentil. Ben, je voudrais peut-être me permettre d'ajouter, parce que j'entends aussi beaucoup de commentaires en disant tous ces vieux qui ne connaissent plus rien au football et au club. Il faut savoir, et je ne le répéterai jamais assez, que le conseil d'administration de la CFF est pour 2/3 composé par des gens de clubs qui sont là encore actifs comme président, secrétaire ou trésorier dans des clubs de 4e provincial jusqu'en première nationale. Et donc, quand on prend une décision, ce sont des gens du terrain qui représentent d'autres clubs également qui sont là et qui savent de quoi ils parlent. Et donc, si la majorité, comme j'ai dit en division supérieure, dit en 95% il faut arrêter, je pense quand même qu'il faut leur faire confiance. Et c'est très important, puisqu'on parle de l'aspect financier, ce sont les dirigeants à ce moment-là qui doivent décider, et non pas les joueurs et les entraîneurs. En plus, ben là encore c'est très clair, je propose à M. Delferrer, parce qu'on a reçu aussi de nombreuses autres questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la mise en suspens des compétitions. Vous parlez ici du rajeunissement des cadres, je vous confirme, ça fait aussi beaucoup parler, on a reçu aussi pas mal de messages par rapport à tout ça. Je vous proposerai à la limite une 3e rencontre, c'est déjà la 2e fois que vous participez à notre émission. Peut-être en 2022, on prendra un petit peu de temps pour répondre à d'autres questions, parce qu'on en reçoit beaucoup aussi. Donc tant que vous acceptez les invitations, on vous sollicitera encore. Il n'y a pas de problème, mais je dis toujours que tous ceux qui vous répondent là sur votre site soient candidats. Tous les 2 ans, il y a des élections. Et il suffit de postuler et d'être élu. On ne manquera pas de relayer l'annonce quand les personnes doivent postuler. Et à mon avis, vu l'état actuel des choses, vous devriez avoir une bonne centaine de postulants, vu comme c'est dynamique. En tout cas, merci, Monsieur Delferrière, d'avoir pris du temps, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu évidemment à ces questions. Je vous souhaite moi aussi bon courage et bonne chance avec cette période très, très compliquée. Et puis évidemment, meilleurs vœux quand même pour cette année 2022. Est-ce qu'on a un souhait finalement pour terminer peut-être sur une note positive? Est-ce qu'on a un souhait pour 2022? Le souhait, c'est forcément ce que la CFF et son conseil d'administration souhaitent par-dessus tout, c'est de terminer cette compétition. On veut aller au bout, au maximum. On jouera peut-être jusqu'à fin mai, voire en juin. On veut faire un maximum pour jouer. Vous dites bonne chance, mais je reviens toujours. Moi, je dis toujours bonne réussite d'abord, parce que la réussite est le fruit du travail. Et je peux vous dire que les administrateurs, nous travaillent beaucoup pour trouver des solutions. Mais il nous faudra aussi nous dire bonne chance, parce qu'on en aura besoin pour lutter contre ce coronavirus qui nous embête vraiment. Tout à fait. Ben écoutez, merci, bonne chance, je le répète encore une fois. Et puis, finalement, bonne chance aussi à toutes celles et ceux qui œuvrent dans le milieu du football amateur qu'on aime, malgré parfois ses difficultés, et puis malgré, comme vous l'avez dit, ce Covid qui nous embête, pour être très poli, depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, courage à tous les bénévoles, les parents, les joueurs, les entraîneurs, les délégués, les arbitres, peu importe le rôle qu'on occupe au quotidien, peu importe la région et le niveau. Espérons qu'on puisse continuer à profiter de notre passion. Vive le football amateur, évidemment. Et puis, meilleurs vœux à toutes et à tous pour l'année 2022. Merci, Monsieur Delferrière. Et puis, à une prochaine en 2022. Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir.